Vous écoutez le Club de l'été tous les jours de 10h à 13h sur Europe 1 avec Jean-Philippe Longo qui m'accompagne. Notre invité, Philippe Risoli, vous publiez Jamais trop tard, Mes années télé et les autres aux éditions de l'Archipel. On continue un peu de parler de succès fou. Et oui, on parlait de cette émission avec Christian Morin qui présentait La Roue de la Fortune à l'époque, Patrick Roy le Juste Prix, vous qui faisiez le Juste Prix et La Famille en Or, et vous à la tête de Jeopardy. Et Jeopardy et Millionnaire. Donc les trois grands animateurs de jeu. Et vous dites dans votre livre, vous parlez d'une soirée des 7 d'or à laquelle vous avez été un peu ignoré avec Patrick Roy et même Claire Chazal ne prononce pas vos noms à la fin de son JT régulièrement. Est-ce que vous aviez l'impression qu'à l'époque les animateurs de jeu n'étaient pas considérés à leur juste valeur? Oui, c'est vrai que le jeu est un peu déconsidéré. C'est dommage parce que c'est une vraie discipline. Alors c'est vrai qu'il y a des formats forts et qu'un format très fort comme peuvent l'être par exemple le Juste Prix, comme peuvent l'être La Roue de la Fortune, qui veut gagner des millions et bien d'autres encore, pourraient presque se suffire à eux-mêmes. Mais le présentateur c'est vraiment un plus. Animateur, ça vient de animus. Animus c'est donner vie à. Donc il faut, en fait, au départ, il y a un concept sur un papier et il faut donner vie à à ce bout de papier qu'on a sous les yeux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que le faire une fois comme ça, pourquoi pas. Mais le faire au quotidien, ça sous-entend, c'est comme un grand cuisinier qui doit revoir ses menus, qui doit revoir sa carte absolument tous les jours, mais qui doit toujours être au top niveau, ne pas lasser, toujours avoir l'effet de surprise, toujours avoir le petit truc. Millionnaire, c'était un truc extrêmement compliqué à faire, vous le disiez tout à l'heure, mais d'ailleurs je l'ai jamais revu depuis. C'était presque du stand-up avant l'heure. Juste Prix, c'est pareil, je pense avoir Patrick avait amené sa patte, après Max Meignier, après Eric Galliano, moi j'ai amené la mienne, et la mienne consistait à déborder un petit peu, même si on avait tendance souvent à me recadrer, ce qui m'a un peu peiné, parce que je pense que l'avenir des jeux c'était de déborder, de certains jeux, en tous les cas, notamment le Juste Prix, de déborder un petit peu. On le voit aujourd'hui avec Eric Antoine. Avec Eric Antoine aujourd'hui dans le Juste Prix qui lui déborde complètement. Tout à fait, mais il y a un changement d'époque. C'est un jeu d'acteur en fait. Voilà, c'est ce qu'appellent les Américains de l'entertainment. C'est exactement ça. Donc c'est une discipline à part entière, comme peut être le journalisme ou la présentation de talk show, à ne pas sous-estimer. Et je suis toujours peiné quand je vois des jeunes présentateurs à qui on confie un jeu dire non mais je fais ça pour l'instant, mais je vais vite passer à autre. Mais ils ont tort de penser ça. Il faut y aller à fond. Et il y a des carrières qui se construisent comme ça. On va se replonger justement avec vous, Jean-Philippe Longo, dans les plus grands jeux de la télé. Et on commence en juillet 1988 avec l'arrivée de Patrick Roy aux commandes de ce jeu. Ça vous dit quelque chose, c'est le Juste Prix. Alors, si Patrick Roy succède à Max Meignier, vous venez de le dire, et fait l'émission. Il succède en réalité à Eric Galliano, qui avait fait quelques petites semaines. Il a fait donc de cette émission un succès absolu, mais le destin aurait pu être différent, puisqu'en 1987, lors du rachat du format américain à Fremantle, la chaîne souhaitait un autre animateur. Est-ce que vous savez à qui est destiné? Oui, je pense qu'elle pensait à Jean-Pierre Foucault. Exactement, c'était Jean-Pierre Foucault. Que je salue et que j'écoute de temps en temps sur votre antenne. Qui était là il y a 2 semaines, et qui devait venir sur TF1 pour présenter le Juste Prix, mais au final, ils rencontrent Gérard Louvain et ils mettent sur pied une nouvelle émission baptisée Sacrée Soirée, qui aura un petit succès par la suite. Aussi. Et grâce à ce petit succès, en tout cas pour Patrick Roy, il se voit confier, un autre mastodonte de l'époque. Et oui, on est en juillet 1990 et TF1 lance Une famille en or, adapté du format américain Family Feud pour concurrencer à l'époque Question pour un champion qui était sur France 3 à 18h20. Jean-Luc Reichmann tente le casting, mais c'est donc Patrick Roy qui remporte la mise et ça fonctionne. Près de 7 millions de téléspectateurs seraient à 18h20 sur TF1. Et le style de Patrick Roy plaît, mais diffère de la version américaine. Bah oui, dans Family Feud, qui signifie littéralement dispute de famille, le ton y est beaucoup plus direct. Le premier animateur, Richard Dawson, avait pris la curieuse habitude d'embrasser les candidates sur la bouche pour les encourager, multipliant parfois les baisers selon la difficulté de la question. Heureusement, c'est pas arrivé jusqu'en France. Vous faisiez pas ça? Non, on n'est pas fait ça, mais il y a eu des tentatives, non pas de ma part, mais des candidates. Il y a 2-3 images qui tournent sur Internet. Vous savez, quand subitement vous gagnez 1 million, ou quand subitement vous décrochez une vitrine qui coûte des millions, peut-être pas là, j'exagère. Des milliers de francs à l'époque. Mais ça peut changer une partie de
de la vie, donc c'est normal. Puis on a l'impression que c'est vous qui offrez la voiture et qui offrez le. D'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, c'était moi. Non, je plaisante. De votre poche. Dans les années 2000, Jean-Philippe, le ton change radicalement dans les jeux. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Même le ton de l'animatrice. Contrairement aux autres jeux où l'ambiance est bon enfant, le maillon faible repose entièrement sur le principe impitoyable des éliminations. Alors une mécanique de trahison assumée qui fait énormément parler à ses débuts, ce qui contraint Étienne Moujotte, patron de TF1, à réagir au micro d'Europe 1. Écoutez. Si on est contre l'élimination, il faut interdire les championnats du monde d'athlétisme, il faut interdire les concours d'agrégation et il faut interdire les concours du conservatoire. Non, c'est pas sérieux. L'élimination, elle est au cœur de tous les jeux et puis elle est aussi une des manières de fonctionner du monde. L'individu sait qu'il est dans un monde où il est en concurrence et il faut éviter d'être éliminé. Et lorsqu'on est éliminé, il faut en tirer les conséquences pour faire mieux la fois d'après. Oui, ça passe mal. Il y a une toute petite nuance, c'est que c'est les candidats qui s'auto-éliminaient et donc parfois on éliminait le meilleur. Oui, exact, c'était le but. Donc l'idée, c'était... j'allais employer un mot que je peux pas employer, mais c'était, comment dire, c'est dur, on est en train de, c'est violent, mais c'est le mécanisme des jeux aujourd'hui. Koh-Lanta fonctionne là-dessus aussi. Exactement. Oui, bien sûr. Et alors, si ce concept fonctionne, ça passe un peu moins bien pour Laurence Boccolini, l'animatrice du jeu, puisqu'une partie du public ne comprend pas le second degré de son personnage. Elle est insultée dans la rue, on casse son portail et pire, dans un restaurant, on lui sert même un café agrémenté de piment et de javel. Ah oui. La pauvre. Et cruel paradoxe, le plus grand cauchemar de Laurence Boccolini se transforme en l'un des plus grands triomphes de TF1 au final. Et on termine par un jeu incontournable de ces 20 dernières années. 15 questions, 3 jokers et un Jean-Pierre Foucault imperturbable. C'est le meilleur des jeux. C'est un jeu que vous auriez pu animer. J'aurais adoré, mais c'est une des rares fois où je suis allé voir la direction de TF1 en disant j'aimerais bien présenter ce jeu, mais moi trop tard. C'était déjà pris. Jean-Pierre le faisait très très bien. Mais c'est un jeu. Alors là encore, on peut se dire, le rôle de l'animateur est réduit à portion congrue. Il ne fait rien. Erreur. Le jeu de l'animateur mélangé à la musique, mélangé à l'ambiance, à la difficulté des questions est hyper important. Et oui, donc on parle bien sûr de Qui veut gagner des millions, qui débarque en juillet 2000 sur TF1 à portée du format britannique Who Wants to be a Millionaire. Et lors de la création, le producteur Paul Smith est venu en personne à Paris pour donner un conseil capital à Jean-Pierre Foucault. Moins tu parleras, plus tu auras de succès. Et ces silences sont devenus la marque de fabrique de l'émission qui rassemblait jusqu'à 9 millions en prime. Ouais. Alors est-ce qu'ils ont été nombreux, les candidats, à les gagner, ces fameux millions? Pas tant que ça. Un seul candidat est reparti bredouille à 0 €. On lui demandait le surnom de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. Il avait répondu l'empereur à la barbe de 3 jours. C'est pas la barbe de 3 jours. Il a été reparti bredouille. Et 3 joueurs ont décroché le pactole absolu après 15 questions. Le premier, Frédéric, a dû orthographier correctement un mot. Sauriez-vous, Philippe, répondre à la question qui vaut 4 millions de francs à l'époque? Pouvez-vous épeler le mot australopithèque? C'est dur. Alors, australopithèque. Il y a un A. Tu commences par A-U, A-U-S-O-T-R-A-L-O-P. Alors, là, c'est un I ou un Y? On va mettre un I, peut-être. Allez, australopithèque. H. E, accent grave. Q-U-E. 4 millions de francs, Philippe. Je savais que j'avais raison de venir ce matin vous voir Europe 1. Philippe Risoli, on évoquait le juste prix. Le public vous associe immédiatement à ce jeu télé iconique. Le juste prix, vous ne vouliez pas y aller au début? Non, parce que j'ai pris finalement la succession de Patrick Roy dans les circonstances qu'on connaît, mais que je raconte vraiment pour la première fois justement dans ce livre. Vous dites non, c'est un ami. Non, c'est un ami. C'est un ami. Puis moi, j'étais persuadé qu'il allait revenir. Donc, pour moi, il n'en était pas question une demi-seconde. On me fait comprendre qu'il ne reviendra pas véritablement. Je vais le voir, je vais le visiter à l'hôpital. Là, je lui parle de cette proposition qu'on m'a faite, qui normalement était temporaire puisqu'il devait revenir. Et là, c'est lui qui m'a dit non, prends-le, et t'occupe pas, fais-le. Et donc, je suis revenu, j'ai dit ok, mais dans mon esprit, je le faisais 3 mois. 3 mois, je devais arrêter et passer à autre chose. Et puis finalement, je l'ai fait pendant 10 ans.